Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. On prend quasiment tous les mêmes et on recommence. Nous avons Anthony qui est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony, comment vas-tu? Salut Dylan, salut à tous. Ça va très bien. Ravi d'être avec vous pour une nouvelle vidéo, réaction avec des bons matchs à venir. Et en plus, Anto, tu vois, ça va vraiment changer de la dernière fois, parce que souviens-toi, la dernière fois, c'était catastrophique. Hein, la dernière vidéo où on s'était quitté, Anto, je suis désolé, mais là, normalement, ce soir, ça doit être un très bon programme, donc du coup, tu t'en lasseras pas. Nous avons Lionel qui est avec nous. Bonsoir Lionel, comment vas-tu? Ouais. je kiffe ouais. Ouais, la réponse habituelle, quoi, donc tout va bien. Ouais, voilà, c'est ça. Même si ça irait pas, je vous emmerde, je vous le dirai pas, ça va quand même. En fait. Et puis nous avons l'un des créateurs de cette vidéo qui nous trouve à chaque fois des petites pépites. On l'appelle un peu le David Copperfield ou même encore le Eric Antoine des meilleurs matchs. Nous avons le Chinois qui est avec nous. Bonsoir le Chinois, comment vas-tu? Ça va, j'aimerais bien avoir la taille d'Eric Antoine. C'est vrai, exactement. Du coup, le Chinois, qu'est-ce qu'on regarde ce soir et un peu plus d'informations? Ce soir, on regarde un match qui a eu lieu en 2002 à la New Japan Pro Wrestling. J'avais 3 ans. Faut croire que décidément la New Japan Pro Wrestling et le Japon en général ont pas mal de succès sur cette série de vidéos à découvrir. Et on regarde un match par équipe cette fois-ci, après les FTR contre les Briscoe, où en 2022, ou en 2023, je m'en souviens plus trop. On regarde cette fois-ci les Steiner Brothers et contre Hiroshi Tanahashi, un des mes japonais préférés des années 2000, en équipe avec Kensuke Sasaki. Et là, je propose que ce soit Lionel qui parle davantage des Steiner Brothers, puisqu'il est davantage fan de cette équipe que moi. Bien qu'étant un grand fan, je crois que le plus gros fan d'ici, nous quatre, c'est Lionel. Bon. Allez Lionel, la parole. Ouais. Alors, les Steiner Brothers sont... on pour notre famille les Steiner. Voilà. Non, en fait, c'est deux frangins qui ont commencé à peu près à la même période. Ouais, t'as vu, hein. À peu près à la même période, c'est-à-dire que déjà, ils ont quoi? Ils ont 60. Alors, il y en a un, il a 61 ans et l'autre, il a. Le truc, c'est que. Excuse-moi, mais Rick Steiner, j'ai oublié. Franchement, ici, tout est préparé. Hein. Franchement, on peut faire les médias demain, on peut passer à la télé, tout est prêt ici. Hein. Rick Steiner, j'ai oublié son âge. Attends, j'ai cherché son âge parce que Scott, je le sais, mais non plus. Donc il a 62. Le truc, c'est qu'ils ont commencé à peu près en même temps et c'est tous les deux d'anciens lutteurs amateurs. Enfin, tu sais, lutte amateur parce que pro wrestling et wrestling, c'est séparé. Tu sais, c'est lutte amateur, c'est ce que Kurt Angle faisait aux Jeux Olympiques, par exemple. Et pro wrestling, c'est ce qu'on regarde en tant que catch en France. Et comme dit, les deux, c'était des putains de monstres en mode lutte amateur. Et ils ont commencé en équipe en 89. Ça date. Voilà. Et ils ont une carrière assez intéressante à la NWA d'abord, puis WWF. Ils ont aussi été à la WCW. Scott, il était... Hein? Surtout à la WCW d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui. Et le retour par contre de Scott Steiner à la WWF après être passé à la WCW, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait un truc avec Triple H, ça a tellement merdé qu'il n'est pas resté en fait. Et ils ont aussi fait un petit tour à la ECW pour le fun, tu vois, tant qu'à faire. Et après à la TNA où Scott s'est éclaté, mais de ouf. Je veux dire, par contre, Rick, lui, il repartait, revenait dans le catch, c'est-à-dire, c'était pas très stable. C'est surtout Scott qui a vraiment perduré là-dedans. Alors qu'à l'époque des Steiner Brothers, donc dans les années 90,
tout le monde pensait, tous ceux qui étaient dans le business pensaient que ce serait Rick Steiner qui resterait et Scott qui finirait par partir parce qu'il avait il avait le truc en fait, Rick à la base, et Scott quand il s'est réinventé à la WCW où c'était en blond et qu'il avait la barbichette et tout ça, déjà l'augmentation de charisme était visible. Si tu as des photos, faudra penser à les mettre à ce moment-là. Enfin, avant-après pour Scott Steiner. Il a sur toi, Léonard, pour me les envoyer. Oui, je t'en chercherai. Le truc, c'est que il a tellement renouvelé son personnage avec les promos, mais épiques, genre le promo des maths que tout le monde connaît. MJF l'a refait récemment. Matador l'a fait en France aussi. Je veux dire, cette promo à la TNA est légendaire et le pire dans l'idée, c'est qu'elle est entièrement improvisée et qu'il ne s'est pas trompé dans les calculs, tellement qu'il est balèze, le mec. Donc voilà. D'ailleurs, blague à part, concernant leur style de catch, Lionel, tu as un commentaire? Il paraît que Mick Foley, on a brièvement parlé. Oui, alors Mick Foley, il en avait parlé dans un de ses spectacles, surtout en disant que à l'époque, les Steiner étaient connus pour être des brutes épaisses, ce qu'ils sont. Mais le truc, c'est que il avait une fois vu, il est rentré dans un show où il regardait la carte et il avait découvert qu'il était contre les Steiner. Et à ce moment-là, il avait dit, ce jour-là, j'ai contemplé ma retraite en me disant peut-être que je vais arrêter là le catch, alors que c'était dans les débuts 90, tu vois. C'est-à-dire que le mec, qui pourtant est un taré, avait tellement peur des Steiner qu'il s'est dit je vais peut-être prendre ma retraite avant ce match pour éviter de me faire buter. Alors que... Je rappelle, Mick Foley, c'est le gars qui est tombé de la cage 2 fois, dont une fois par accident. Ouais, et qui a continué le match malgré tout. C'est ça. Donc, ce mec, de toute manière, c'est un taré. Oui, ben moi honnêtement, quand tu me dis Mick Foley, moi, pour moi, il me fait penser un petit peu à Sabu sur certains trucs. Bah, il est tout aussi taré que Sabu. Mais Sabu, peut-être même pire. Mais c'est le catalyseur, quoi. Ça a été le catalyseur pour les générations d'après. Yes. Sabu, c'est vraiment un sacré tarisme. Et pour revenir. Oui, tu disais. Pour revenir sur le sujet, dites-vous que même un malade mental comme Mick Foley avait très peur des Steiner. C'est ça. Et oui. Par contre, au niveau du témoignage, Jim Cornette n'était pas d'accord avec ça parce que il n'a jamais eu de problème avec les Steiner parce que, au final, si tu les insultes pas ou que tu ne manques pas de respect, ils sont très doux, apparemment. Et ils ont une puissance qui peut te sauver la vie. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, c'est déjà arrivé dans des matchs. Alors, je sais pas si dans celui-là, on aura un exemple ou pas. Non, mais non. Pas dans celui-là. Okay. Pas dans celui-là, d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a eu des exemples de matchs où les Steiner ont sauvé de blessures des gens qui pesaient dans les 120 kilos parce qu'ils ont tellement de force qu'ils ont réussi à amortir leur chute ou carrément à arrêter leur chute tellement qu'ils sont balèzes. C'est dire que bosser avec eux, c'était quelque chose de soit très dangereux si tu les énervais, soit très safe si tu étais pote avec. Vaut mieux être pote avec, personnellement. Parce que j'ai déjà vu un match. Dernière information sur les Steiner. Ouais. Dernière information sur les Steiner. Bon, en plus d'être une équipe incontournable des années 90, ils sont aux côtés des Road Warriors, des Harlem Heat, des British Bulldogs et j'en passe. Ils sont aussi officiellement membres du Hall of Fame depuis 2022. Oui. Et le fils de Rick Steiner est à la NXT en tant que Braun Breaker. Ouais, où la gimmick et l'attitude qu'il exploite est en quelque sorte un héritage de son tonton et de son papa. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Comme quoi qu'on en apprend tous les jours, on se couchera moins con ce soir. Ah bah ça, le quelqu'un qui a fait une apparition récemment, là, je crois, dans les shows, soit à Raw ou à SmackDown, je sais plus. Ouais. Bon, alors, concernant les adversaires, je vais commencer par Kensuke Sasaki, parce que je ne vais pas en dire beaucoup sur lui, parce que je le connais beaucoup moins que l'autre. Kensuke Sasaki, on va dire, c'est un catcheur quasiment incontournable de la même époque. Il a d'ailleurs pris sa retraite assez récemment, enfin beaucoup moins récemment que les autres, on va dire en 2014. Ouais, ce qui est assez récent quand même, soyons honnêtes. C'est un catcheur qui, avant de tomber dans le catch, le pauvre, il était haltérophile avant. Et il a commencé la lutte juste par simple accident.
et il s'est dit pourquoi pas se mettre au catch. Pour ça, il a dû se mettre, bon, comme je l'ai dit, à la lutte, puis au MMA dans les années 2000. Il a notamment été une légende aux côtés de catcheurs tels que Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi, Minoru Suzuki qui catch encore aujourd'hui, Genshiro Tenryu qui a pris sa retraite très récemment, Kenta qui catch aujourd'hui encore. Et je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il s'est fait entraîner par les meilleurs, notamment par le coréen qui s'appelle Riki Chosu et par le technicien très célèbre qui s'appelle Matsa Saito. Ok, et juste pour terminer, vous l'avez peut-être dit ou non d'ailleurs, j'ai pas entendu. Ça se passe où exactement? Enfin, c'est au Japon, mais c'est dans quelle structure? À la New Japan. À la New Japan, ok, ça marche. Ok. Bon, je vais parler maintenant de Hiroshi Tanahashi. Ah, ça, tu le bon, comment dire que Hiroshi Tanahashi a été formé à la New Japan Pro Wrestling, où il n'a pas eu de prof particulier, et si ce n'est que les coachs habituels de la New Japan de l'époque. Et il a commencé à être mis en valeur en ayant beaucoup de victoires là-bas, jusqu'à ce que sa petite amie ne tente de le tuer. Pardon. Ah oui. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Bon, pour en dire un peu plus sur lui, c'est une légende absolue et un catcheur aux petits oignons des années 2000. Je crois même que c'est d'ailleurs mon catcheur japonais préféré des années 2000. Il a notamment eu une série de matchs pas possibles contre son rival qui s'appelle Kazuchika Okada. Ouais. Donc vous connaissez peut-être. D'ailleurs, il catch aujourd'hui aussi régulièrement à la AEW aux côtés de Kazuchika Okada. Aussi. Au passage, Kazuchika Okada a un franc succès à la AEW où il casse des bouches littéralement. Voilà. Et... On t'écoute, hein, t'inquiète. Ouais. Pardon? J'ai dit on t'écoute, t'inquiète pas. Ouais. Et comment dire? Il a été formé à la New Japan, comme je l'ai dit. Il a continué sa formation à l'époque où une formation était obligatoire au Consejo Mundial de Lucha Libre au Mexique. La CML. Avant de revenir à la New Japan et d'être rival avec la plupart des idoles de l'époque, notamment Shinsuke Nakamura qui est aujourd'hui à la WWE. Il a aussi eu sa période rival du Bullet Club, mais malheureusement aujourd'hui, on va dire, il tombe un peu dans les seconds plans parce que mine de rien, contrairement à Okada, il prend de l'âge, il est bien plus vieux que son rival, il a 46 ans, et son style de catch, on va dire, je pense pas je vais pas mâcher mes mots, mais son style de catch l'a un peu cassé en 1000 morceaux. Si jamais vous continuez à le revoir catcher, sachez qu'il est un peu l'ombre de ce qu'il était avant, malheureusement. Et puis d'après le journaliste assez controversé qui s'appelle Dave Metzler, le meilleur journaliste de catch. Quand même... Pardon? J'ai dit c'est le meilleur journaliste de catch. Qu'on le veuille ou non, c'est le plus médiatisé en tout cas. Oui, avec des matchs à 6 ou 7 étoiles par moment. C'est le journaliste préféré, favori de Lionel. Il a 15 matchs 5 étoiles, notamment contre Okada, Kota Ibushi, Kenny Omega ou encore même Shingo Takagi. Et il a été premier du classement des Power Slam. Et d'après le journal de Tokyo Sport, qui est un journal exclusivement japonais pour le coup, il a fait le meilleur combat de l'année 2012 face à Kazuchika Okada à la New Japan Pro Wrestling Dominion. Faudra qu'on le regarde un jour. Ouais, bon, on le regardera, ne t'inquiète pas. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? C'est China qui arbitre. Ah, China.
On a de très belles vidéos d'elle. Ouais, et on a des très bons matchs d'elle aussi. Exactement. Est-ce que vous êtes tous prêts alors du coup? Allez. J'entends plus Lionel. T'es là, Lionel? Ah bah non, j'entends plus. J'ai coupé le micro comme un con. Ah ouais, bah on se doute que Lionel. Ouais, voilà. Du coup, est-ce que tu es prêt, Lionel, alors? Non. Non, eh ben c'est pas grave. On est parti quand même. On est parti dans 3, 2, 1, allez, go. Je comprends toujours rien. Ça me paraît logique. De toute façon, le mec, il a la même coupe de cheveux que mon grand-père. Les cheveux un peu longs, là, comme ça. C'est vraiment stylé, les décors Japon. Décors catch. Je vois vraiment que c'est un autre monde. Ah, les Steiner. Ah tiens, d'ailleurs, c'était l'époque où Scott Steiner était déjà en mode Big Papa Pump. Ouais, c'est-à-dire qu'il avait du charisme. Parce que j'ai montré les photos là sur le groupe à quoi il ressemblait avant et ce qu'il ressemble maintenant. Enfin, sur l'image en tout cas. Et la différence est quand même brutale. Il ressemblait à rien avant et là maintenant. D'ailleurs, ça c'est le genre de mec. D'ailleurs, DDP s'est fait respecter par Scott Steiner en se faisant péter la gueule. C'est-à-dire que DDP à l'époque à WCW a un problème avec Scott et il est allé le voir. Scott l'a fait voler, littéralement, hein, parce que la force qu'il a fait voler DDP, mais il l'a respecté dans le sens il a eu les couilles de venir lui parler quand même. Tu vois. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Brock Lesnar et Jericho, c'est-à-dire que Jericho il est venu en face de Brock Lesnar en train de l'engueuler pour l'affaire avec Randy Orton voilà. Quand Randy Orton s'était fait ouvrir le crâne par Scott Steiner, pardon, Brock Lesnar. Ouais, il était venu le voir dans le vestiaire en exigeant de savoir si c'était fait exprès ou si c'était intentionnel. Et Brock, il n'avait pas envie de répondre. Jericho lui en a mis une et bon, il a rigolé, hein, Brock, parce que c'est Brock, tu vois, je veux dire. Et du coup, il a respecté Jericho parce que justement, il a des burnes. Scott, il est un peu dans le même registre, c'est-à-dire si t'as un problème avec lui et que tu viens le voir, il va te dire que t'as des couilles, mais il va te péter la gueule quand même. Je veux dire, il va être content que tu sois venu, mais il va te péter la gueule. Je veux dire, merci d'avoir eu les couilles de venir en face de moi. Maintenant je vais t'enterrer, désolé. C'est plus ou moins l'idée, tu vois. Et comme dit, les Steiner Brothers, les deux, sont des dangers potentiels, mais tant que tu les respectes et que tu les emmerdes pas, ils seront les mecs les plus safe du monde. C'est un avantage. Alors, comme vous l'aurez vite compris, on nous est content, on est des fans absolus des Steiner Brothers. Yeah. Déjà, moi, je remarque un truc, c'est même, je sais pas, au niveau architecture, enfin, les rampes d'accès, j'ai l'impression que c'est comme on va dire, certains WrestleMania, genre, j'en ai pas un en tête, mais il y en a certains qui étaient faits dans des stades de 20 000, 30 000, quoi, on va dire. Voilà, avec une différence avec maintenant. Ouais. Ou maintenant, c'est tout il était balèze, mais il avait pas le charisme d'aujourd'hui, Tanahashi. Ouais. Et l'autre, c'est qui de nouveau? J'ai oublié le nom. Kensuke Sasaki. Il catch encore lui ou il a arrêté? Il a arrêté depuis 2014. Ok, d'accord. Par contre, Tanahashi, ça fait plaisir de le voir physiquement apte. Parce que là, en ce moment... si je suis un fan absolu des Steiner, presque autant que toi, Lionel, je suis encore plus fan de Tanahashi. Par contre, ça n'a rien de personnel, mais dans ce match, il va se faire ratater. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais vous avez un avantage, vous l'avez déjà quasiment vu. En même temps, on a vu tellement de trucs, nous, que, tu sais, on a... Tu te rappelles, toi, Lionel, de ce match? Ah bah, moi, les Steiner, en général, je me rappelle des matchs. Hein. Surtout un, mais c'est pas celui-là. C'est celui en Corée du Nord, que je me rappelle le plus. Malheureusement, ce match en Corée du Nord, qui était vraiment jouissif à regarder, on le regardera pas. Ou alors on regardera le show entier sur la chaîne parce que le match est un peu court au final. Ouais. En fait, mais c'est étonnant que tu dises qu'il y a des matchs en Corée du Nord, quoi. C'est un truc de fou. Oui. Bah, c'est grâce à Inoki. D'accord. Grâce à Inoki et surtout son maître.
Et c'était la WCW à l'époque, avec la New Japan. C'était la WCW et la New Japan qui avaient un accord avec la Corée du Nord pour faire un show. Plusieurs shows même, je crois, ils en ont fait 2. D'accord. Ouais, Collision of Korea. Yes. Elle était plus bonne avant, Shayna, que quand elle a gonflé de je sais pas quoi. Quand elle regarde la force du mec. Putain. Quand elle arrive à la DX, merci bien. Ouais, enfin, oui, et puis comment dire, la puissance des mecs, et les mecs en face, c'est des mecs qui font 110 kilos, c'est pour dire. Ouais. Mais là, tu vois, je les pousse tout de suite, là, Shayna. Une fois qu'elle arrivait politique en ce moment. Ouais, mais quand elle arrivait du côté de la DX... Ouais, puis avec Shayna, il y avait une histoire aussi de drogue, non? Il n'y avait pas cette histoire-là quand elle est Ils étaient tous drogués à l'époque. Enfin, je crois que... D'ailleurs, je suis pas sûr que c'est changé beaucoup depuis. Oui. C'est plus discret. Ouais. Après, elle a eu beaucoup de problèmes depuis son enfance, en fait, parce que j'avais regardé, je crois que c'était un Darkseid ou c'est pas un Darkseid of the Ring qu'ils ont fait sur elle? Je sais plus. Mais j'avais vu un reportage sur elle, elle a eu une vie de merde, mais depuis le départ, en fait, parce que elle a toujours eu, tu sais, le visage assez carré, très masculin en fait, qui lui posait problème toute sa vie, et physiquement ça l'a pas beaucoup aidé, tu vois, je veux dire. Donc du coup elle a toujours eu des problèmes avec son apparence, avec sa vie en elle-même, et du coup tout ce qui est drogue et tout ça, c'est. Tu penses que c'est possible, Lionel, qu'on a pu la prendre pour un garçon à un moment donné? Bah oui. C'est même sûr. Je veux dire, il y en a. Faut regarder le match. Oui, voilà. Non, mais on le regarde, ne t'inquiète pas. Ouais, non, j'ai l'impression que tu regardes plus Shayna que le match. Bah, elle fait partie du match. Elle fait partie du match. En même temps, elle est en tenue. C'est vrai qu'elle a pas en profiter. Il y a l'Arabie Saoudite qui arrive dans pas longtemps. Il faut bien qu'on se rince l'œil, non? Il y a des sites faits pour. Mais la carrure des gars, quoi, putain. Bah, toi, en tout, je pense pas que tu dois avoir de différence parce que, enfin, comme t'expliquais en off tout à l'heure, tu regardes un petit peu de tout, toi. Mais c'est vrai que moi, qui regarde uniquement que WWE, c'est vrai que quand Lionel et le Chinois, ils m'ont montré ça, je me suis dit, waouh, putain, c'est vrai que, tu vois, au niveau de la caméra, ça change. Et puis pareil, au niveau des matchs, ça change aussi parce que, tu vois, là, tu tombes uniquement que sur des matchs qui sont excellents. Et puis au niveau aussi... C'est une arbitre spéciale, on tolère qu'elle soit mise en valeur. Ouais. Oui, c'est pas faux aussi. Non, mais au niveau spectateur aussi, moi j'ai remarqué, c'est un des premiers trucs qui m'a... Depuis les premiers matchs à la New Japan, c'est vraiment le public, je veux pas dire de connaisseurs, mais en fait, c'est dans la mentalité des Japonais, ils sont très très silencieux. Ils vont faire un waouh quand il y aura un catcheur qui hype le plus, mais ils sont très très silencieux en fait. T'as pas des gens qui vont se mettre spontanément. Ouais, quoi. C'est ce que Lionel il disait, parce que je parlais de la caméra la dernière fois, et Lionel il me disait ouais, eux là-bas c'est uniquement que ce qui se passe sur le ring, autour on s'en fout un peu, quoi. Totalement. Et le public en lui-même, c'est l'attitude japonaise qui, c'est leur éducation, tout ça. Ils sont tellement respectueux qu'ils se disent que hurler c'est pas une bonne chose en fait, donc du coup ils sont toujours très silencieux, c'est-à-dire que tu peux avoir des prises où le mec il a failli se tuer, il y aura juste des oh. Tu vois, comme là par exemple, tu vois le choc qu'il y a eu là, tu fais oh putain, et eux ils sont là oh. Par respect. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? En fait, je me rends compte que ce qu'on fait là sur la chaîne InfoCatch, c'est un peu comme le coffre à catch à l'ancienne. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien aussi. Tu me diras qu'à l'époque de coffre à catch, voir les Bushwalkers sans boucle, à un moment c'est bon. C'est bien aussi de comprendre par rapport aux fédérations. Là, comme tu dis, Dylan, ceux regarde dans tout le groupe, ceux qui sont que WWE. Et qui... Oui, bah, comme moi. Ouais. Non. Bah, après, j'ai pas forcément pensé à toi, mais
c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des regards sur les pays différents. Oui, c'est ce que Lionel et puis le Chinois me disent. Enfin, plus Lionel. Je veux rebondir. Ouais. Je veux rebondir là-dessus et je suis désolé, on va se mettre en avant, Lionel et moi. Mais non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais, mais en tant que catcheur, voir votre avis sur ce genre de différents matchs dont Lionel et moi on surkiffe au passage. Très franchement, c'est très très important. Oui, bien sûr. Et puis en 2002, comme je disais tout à l'heure, j'avais 3 ans. À 3 ans, je regardais pas du catch. Je comprenais pas. Donc, et encore, pareil, même quand tu démarres à 5 ans, tu comprends pas exactement ce qu'il y a au niveau de la télé, quoi. Mais bon, bref. Oh, putain. J'ai l'impression que les dropkicks d'avant sont limite plus percutants. Alors, je sais pas, Lionel, tu réponds à ma question. Je sais pas si les dropkicks d'avant étaient plus percutants, si c'est le fait qu'ils soient bien plus rentrés dedans qu'aujourd'hui, ou si c'est parce qu'aujourd'hui ils sont complètement banalisés. Mais en tout cas, je kiffe. Alors en fait, la différence, c'est qu'à l'époque, la sécurité entre guillemets était moins importante. Avec toutes les recherches qu'il y a eu depuis, avec tout ce qui est blessures, commotion, tout le bordel, les coups, ils ont été modifiés pour être moins violents, à l'impact en fait. Et donc du coup, c'est de plus en plus dans l'esthétique et de moins en moins dans l'efficacité. C'est pour ça, là, à l'époque, les Steiner et tout ça, tu leur disais, allez-y doucement avec les coups, ils faisaient... tu vois, avec les coups, ils y allaient pas si fort que ça, les Steiner. Ouais, mais par contre, quand ils te jetaient au sol, ils te jetaient au sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté soft, c'est arrivé avec le temps, et Steiner, ça l'a bien emmerdé d'ailleurs, Scott, parce qu'il en a fait plusieurs promos d'ailleurs sur ça, que le catch, ça devient tellement soft que ça n'a plus rien à voir avec ce que lui connaissait à son époque, et il trouvait ça dommage, tout en étant, au final, mieux pour les carrières à long terme, tu vois. Le problème aussi, c'est que maintenant, on a une génération de voltigeurs qui ont une carrière courte parce qu'ils vont se flinguer à force de voltiger, tu vois. Tu vois, Anto, moi, c'est... ce que tu vois là, bon, certes... Un petit peu. Ouais, vas-y. Ouais. Ce qui est quand même cocasse, c'est qu'avant, c'était les catcheurs qui se fracassaient l'un l'autre, chacun un sur l'autre. Vous voyez, maintenant, c'est les catcheurs qui se fracassent tout court. Ouais. Et du coup, tu vois, Anto, cocasse, je trouve. Ouais. Tu vois, certes, tu vois, on a un très bon match, mais tu vois, je sais pas si c'est tout le temps comme ça encore au Japon, parce que moi, je regarde pas du tout, le catch japonais. D'ailleurs, vous pourrez me le dire, c'est encore comme ça. Mais tu vois, là, j'ai un peu l'impression aussi, tu vois, que c'est un peu comme la WWE, tu vois, avec les caméramans au bord du ring. À un moment donné, il y avait ça aussi à la WWE. Tu te rappelles, dans les années 2000, 2005, 2006 à peu près, je me rappelle encore, où il y avait pas mal de journalistes et de caméramans au bord du ring. Mais maintenant, ils en ont retiré pas mal parce que... Alors, Dylan, je peux rebondir là-dessus. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Les caméras sont toujours là, mais elles font en sorte d'apparaître le moins possible dans le champ de vision. Ouais, parce qu'avant, waouh, laisse tomber, quoi. On voyait que, quoi. Et ce qui se passe justement par rapport à ce que vous dites, les gars, Lio et Noah, en fait, il y a énormément de caméras et il y a toujours en effet des caméras d'après ce que je vois au bord du ring. Mais si par exemple il devait y avoir un truc qui n'était pas prévu, un événement qui n'était pas prévu en ringside ou comme tu disais l'autre jour, tout à l'heure sur le Randy Orton Brock Lesnar, là, le truc qui pisse le sang. Le Brock Lesnar qui a ouvert le crâne de Randy Orton là. Du coup là normalement je crois que c'est fait en sorte pour que vite la caméra soit déviée. Alors le truc c'est que c'est encore pire que ça, Anthony, c'est-à-dire que à l'époque, tu sais là les événements c'est pas que des photographes du show en fait, c'était des photographes aussi de journaux locaux, de journaux nationaux et tout ça. Et le truc c'est que ils ont retiré ça à la WWE pour avoir un contrôle total sur l'image qui va sortir. C'est-à-dire que toutes les photos et tout ce qui sort en vidéo, c'est contrôlé à 100% par la WWE, sauf quand ça a été enregistré, c'est un truc en direct qui a été enregistré, ils peuvent pas jouer dessus. Mais le truc, c'est qu'en règle générale, c'est par exemple
l'un des trucs les plus récents que je connais, c'était, tu sais, quand Trish Stratus et Mickie James, ils avaient fait un spot où Mickie James avait touché entre les jambes de Trish et s'était léché les doigts. Ça a été retiré, c'est-à-dire que la WWE, tu le verras plus, sauf si tu as encore la vidéo de base, le direct, où justement, tu as encore cette phase qui a été supprimée. C'est-à-dire qu'ils veulent un contrôle total. Et à l'époque, quand tu avais des journalistes qui étaient aux abords du ring avec leurs appareils photo et tout ça, tu pouvais pas contrôler les photos. C'est-à-dire que s'ils avaient une photo compromettante, ils auraient pu la mettre parce que t'as pas le contrôle. Alors que là, les photographes qui sont autour du ring maintenant, c'est entièrement ceux de la WWE, enfin pour la WWE en tout cas. Et du coup, le rapport à l'image, ils pourront choisir celle-là, faut pas la mettre parce qu'on voit la lame, par exemple, qu'il a en main. On voit une capsule de sang si jamais ils font ça de cette manière-là. On voit, tu sais, genre pour les meufs, on voit un sein qui dépasse. Faut couper, faut pas que cette image sorte. Et tout ça, enfin, tu sais, je veux dire, ils ont un meilleur contrôle qu'à l'époque où justement, tu sais, début 2000, années 90, où il y avait vraiment des journalistes autres qui étaient là et qui pouvaient se permettre de, bah tiens, regarde, on a une image de ouf là, on va la prendre, alors que la WWE veut pas qu'on la prenne, tu vois. Après le seul truc sur lequel la WWE ils pourront pas totalement prendre le contrôle, c'est certains fans qui vont filmer et après poster quoi. Oui, mais ça leur pose problème, ça les emmerde ça. Ouais, ça les emmerde bien sûr, parce que du coup t'imagines si tu viendras confisquer tous les téléphones, bah t'as pas fini. Tu peux pas. Mais le truc c'est que ils aimeraient bien que les gens le fassent pas, mais ils peuvent pas contrôler tout le monde. Donc, bah voilà. Oui, non, mais oui, ça les fait chier. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on voit de belles pépites. Hein. Bah, je me rappelle, tu sais, d'une image, enfin, d'une vidéo où tu voyais Bray Wyatt sortir du bas du ring pour courir dans les vestiaires en manière rigolote, tu sais, parce que c'était lors de la pub, personne, enfin, tu sais, tout le monde était, voilà. Et tu le voyais sortir en courant, tu sais. Putain, Doomsday Device. Le pire, c'était avec l'Undertaker, Lionel. C'était que. Bah, c'est-à-dire que je crois que c'était à chaque fois, enfin, ses apparitions, en tout cas, enfin, au niveau de WrestleMania, quand il y avait un moment donné, enfin, sa tenue sur le ring et puis après elle disparaît. On s'éloigne un peu du match, je trouve. Oui. Ouais, mais bon, c'est pas grave. On aime toujours aussi bien. Tu sais, on peut parler d'autre chose et de regarder le match. Hein. La parole et la vue sont pas liées. C'est vrai. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du match, tu peux parler de la violence des German et tout ça qu'il y a eu avant là, parce qu'il était censé faire un ponté, tu sais, c'est Tanahashi qui était sur ring à ce moment-là. Il était censé faire un ponté, tu sais, pour faire le tomber, mais Rick il était parti tellement violemment que au final il l'a pas pu, donc il a fait un tombé normal. C'était génial. T'es des malades les catcheurs installés. Enfin, ces temps-ci. Ouais. Non, mais personnellement, j'adore ce genre de catch, plus qu'aujourd'hui. De toute façon, je crois que Dylan et peut-être Anthony, même s'il nous connaît depuis un peu moins longtemps, il leur a remarqué qu'on est des grands fans de catch à l'ancienne. Oui, non, mais après, on va pas se mentir que non, mais on va pas se mentir que aujourd'hui, certains matchs à l'ancienne est 10 fois meilleur que des matchs qu'on. Ah non, mais c'est évident. C'est évident. C'est comme la chanson. Après, je suis pas tellement d'accord. C'est pas forcément mieux avant, c'est juste différent. Non, mais comme dirait la chanson Pokémon, comme dirait la chanson Pokémon, le monde change tout autour de nous, mais il reste le mec malgré tout, quoi. Oui, non, mais ça, après, on s'en fout de ça. Je parle des matchs en général. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, par exemple, tu vois, un match de l'époque, moi, que je trouverais aujourd'hui que ça aurait de la gueule, mais qu'on l'a eu à l'époque, ça serait Stone Cold Steve Austin face à The Rock, quoi. À l'époque, franchement, ça donnait de la gueule. Aujourd'hui, ça donnerait quand même de la gueule, mais on sait qu'ils ont de l'âge, quoi. Je sais pas si on peut considérer ce match-là comme old school en soi, mais bon. Faudrait qu'un jour. Disons que sur le papier. Ouais. Faudrait un jour Dylan et Lionel, s'il est d'accord, même si ça va le faire chier, et qu'on regarde un match très à l'ancienne, mais qui est trop à l'ancienne pour faire kiffer des fans aujourd'hui. Ouais, on pourra. Ouh, ça c'est bon. Ça.
2, 3. Eh ben voilà, c'est fini. Ça, c'est ce que j'aime bien. Oui, c'était bien. Par contre, c'était mieux avant où le pile driver était vraiment un finish. Parce que ça, quand même, ça te scotche littéralement toutes les cervicales. Bah, d'ailleurs, là, le finish. Là, celui-là, oui, c'est évident. Pour moi, c'est pas un pile driver, c'est un assassinat. Vu comment il l'a fait, tu sais, je veux dire. Et tu vois, regarde, là maintenant, les pile drivers, t'en as 15 par match. Tout le monde s'en fout. Regarde là à l'époque. Ils ont même peur, tu vois, les gens, tu vois, autour. Regarde, Tanahashi il va bien, tout ça, tu vois, alors que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque et je trouve que c'était mieux. Ça rendait le truc plus. C'est ça aussi le problème du catch de nos jours, c'est la crédibilité de certains mouvements, elle est devenue tellement nulle que tu peux pas vraiment avoir de. Ouais, c'est bon. Par exemple, mais même ça a commencé avec The Rock. The Rock, il mettait, on se doutait, enfin on le voyait, il mettait pas, il mettait plus des claques quoi. C'est, enfin, tu vois, pour réveiller l'adversaire. Oui, c'est que plutôt que des droites là, et tu vois clairement par rapport là à la New Japan, c'est des coups de coude quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais. Du coup, bah tiens, après, allez. Parole au team nouveau. Ouais, attends, bah vas-y, vas-y. Bon, je vais rebondir sur ce qu'a dit Lionel par rapport au pile driver. En fait, le plus gros fléau du catch New School, entre autres, pour moi, c'est la banalisation. Lionel, je te laisse développer. Lionel, il a surtout coupé son micro. Oh merde. Encore, putain. En fait, le développement, c'est surtout que la banalisation, en fait, c'est que tu le vois tout le temps, donc il est moins impressionnant. C'est surtout ça le truc, c'est que, regarde, dans les matchs récents que la EW, quand je regarde, des Canadian Destroyer, il y en a quasiment tous les matchs. Ah ouais, ça doit être chiant, sérieux. Pas qu'un seul. Et c'est pas vendu. C'est genre, tiens, je vais te tomber sur la tête, mais c'est pas grave, tu vois, je continue le match. Ouais, non, mais ça, c'est. Non, un Canadian Destroyer à la base, quand P.T. Williams il l'a créé, il faisait en sorte, tous, ils voulaient l'éviter tellement que c'était dangereux visuellement. C'est-à-dire, en fait, c'est un des pile drivers les plus safe qui existent, ce qui est vrai. Mais clairement, visuellement, tu as l'impression que c'est un des plus dangereux. Et maintenant, quand tu vois les mecs, tiens, je t'en fais un, tu te relèves, tu m'en fais un, je me relève, je t'en refais un, tu te relèves et je t'en refais un. Ouais, c'est plus possible, quoi. Je suis désolé. Ça décrédibilise le move, ouais. C'est ça, le problème, c'est la banalisation. C'est ça. Parce que regarde, allez, un exemple tout con, Jake Roberts, Tommy Dreamer et je sais plus qui d'autre, j'ai oublié, mais leur finish, c'était un DDT. À l'époque. Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Voilà, mais le truc, c'est qu'ils avaient. Shawn Michaels. Alors, tu me laisses finir, enculé. Le truc, c'est que un DDT, à l'époque, c'était considéré comme dangereux parce que le mec, tu l'écrases quand même la tête au sol. Et c'est devenu tellement banal que maintenant, le DDT, c'est un move genre, tiens, j'ai envie de faire un move, je sais pas quoi faire, je vais faire le DDT. Tu le vends pas, tu te relèves tout de suite, on en a rien à foutre. Putain, c'est le super kick, meilleur exemple du monde. Tout le monde en fait maintenant et ça n'a plus aucune valeur. Alors que Shawn Michaels, quand il le faisait, c'était la fin du match. Ah, non mais tu fais bien de le préciser, le super kick, franchement là sur les matchs où quand il y avait encore le Jay et Jimmy Uso, c'était des parodies, limite c'est parodiesque. Les pires c'est les Young Bucks, putain ils ont carrément le super kick party, c'est-à-dire qu'ils en font 15 dans le match, et les mecs se relèvent direct, je veux dire. Mais voilà, je veux dire, la banalisation c'est ça en fait, c'est trop et du coup ça n'a plus aucune valeur. Ouais. Et après pour le super kick, pour l'affaire du super kick, je veux bien que ce soit un coup assez banal, mais un coup qui fait mal et qui fait chuter son adversaire et qui le fait vendre. Oui, par contre, à l'échange de super kick, faites ça dans le karaté Kyokushin, il vous restera plus beaucoup de dents. Ouais. C'est vrai. Karaté Kyokushin qui au passage est le karaté et dont s'est inspiré Rikido-san pour créer le catch japonais. Ouais, non, mais c'est vrai, franchement. Et puis pour ceux qui me disent, ouais, mais malheureusement, qui vont me dire à tort ou raison, oui, mais malheureusement, c'est le catch d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux plus terminer sur une prise assez simple, genre le DDT, genre une corde à linge et tout ça. Et là, la personne qui va dire ça, je vais lui répondre mes couilles, parce que
Parce que la plus grande superstar actuelle du Japon, je ne vais pas citer son nom, mais il s'appelle Okada. C'est quoi son finish? Une corde à linge. Une corde à linge. Une corde à linge, ouais. Le Rainmaker. Pour ceux qui me disent que le Rainmaker, que non, c'est pas une corde à linge, c'est le Rainmaker, allez niquer vos mères. Désolé. Au moins, c'est clair. Du coup, Anto, comme c'est toi le petit nouveau là qui arrive en dernier, qui a la parole, une petite réaction sur ce que tu as vu. Est-ce que déjà, tu as plus aimé ce match-là que tu as découvert plutôt que la daube de ce qu'on a vu la dernière fois? Oui. Non, mais c'est évident, c'est même pas à comparer, c'est vraiment le jour et la nuit. Après, moi, j'ai plutôt, j'avoue, sur Scott Steiner, moi, c'est j'ai pas énormément vu de match sur Steiner, mais la première impression que j'en ai eu sur ce match-là, c'est que, ouais, ce sont vraiment des brutes épaisses, quoi. Dans le style de catch, ce sont vraiment des brutes et, en gros, moi, sur le match, ça me donne l'impression que si tu vois, ils ont vraiment envie de faire mal et ils sont vraiment dans une intention de faire mal. D'ailleurs, du coup, j'ai une question pour toi, Anthony, par rapport à ça, justement. Ouais. Regarde, quand tu as vu les Steiner, tu t'es dit c'est des brutes épaisses. Est-ce que tu as déjà vu récemment Brian Cage, par exemple? Brian Cage, non, mais ça me dit quelque chose. Il était à EW. Il était à la Lucha Underground, à EW, tout ça. Enfin, je veux dire, Brian Cage, tu sais, physiquement, c'est un monstre. En fait, ouais. le truc, c'est que, en fait, si tu connaissais bien Brian Cage, la question aurait été plus pertinente. Mais ouais. je veux dire, quand tu regardes les Steiner, physiquement, c'est des Brian Cage, sauf que les Steiner, ils font peur. Brian Cage ne le fait pas. C'est quoi la différence? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui a fait que le même physique n'a plus l'aspect. Le même impact, quoi, tu veux dire? Il faisait bien peur à Lucha Underground, ceci dit. À Lucha Underground, oui, mais là maintenant. On en avait pas parlé en plus, Lionel, souviens-toi. Mais là, Brian Cage, il fait plus peur, alors que physiquement, il est plus impressionnant que les Steiner. Mais la présentation, les matchs qu'il fait font qu'il n'y a plus cette valeur de violence et de peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien. Je voulais à la base te poser à toi parce que si tu le connaissais, mais comme tu le connais pas bien, c'est dommage. Mais tu as des Wardlow aussi, par exemple. Physiquement, c'est un monstre, mais quand tu regardes ses matchs, il fait pas peur comparé au Steiner, justement. Non, mais je regarderais Brian Cage. Wardlow, il est quand même plus proche des Steiner que des Brian Cage, si j'ose dire, quand même. Ouais, mais comme dit, Wardlow, quand tu regardes ses matchs, t'as pas peur de lui. Steiner, tu regardes ce match-là, tu fais putain, j'ai pas envie de le croiser. Non, mais. Bah là, il en faut encore un peu de Wardlow, et puis je pense que ça va bien. Je pense que Wardlow, il y a le potentiel. Oui. Mais ouais, mais Brian Cage, justement, non, mais j'irai voir sur Brian Cage, mais moi, c'est vrai que après, j'ai vu un peu en solo Scott Steiner, ouais, quand vous avez parlé de la barbichette qui s'est laissée poser. Et c'était pas lui, je crois, qui avait mis genre une cotte de maille ou un truc du genre dans sa gimmick. Ouais, il avait une capuche de maille. Il a toujours en Big Pop-Up Pump, il a une capuche de maille, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, non, c'était pour être sûr, parce que j'avais vu un mec avec une barbichette, mais c'était Scott Steiner, lui, c'est ça? Yep. Ouais, Scott. Ouais, c'est ça, ok. Non, mais ouais, non, moi, franchement, là, sur le match, moi, Tanahashi, je le connaissais aussi, par rapport aux adversaires, mais j'ai pas trouvé Sasaki extrêmement impactant dans le match. Alors, je sais pas vous, les gars, mais Tanahashi, en fait, il a fait. Il y a toujours un qui ressort un peu du lot, et là, c'était Tanahashi. Ouais, c'est Tanahashi là du coup qui a essayé un petit peu de confronter, de représenter un peu au niveau de l'adversaire. Celui qui a fait le boulot. Ouais, voilà, c'est ça. C'est souvent le cas dans les tag teams, quoi. Mais il y en a un des deux qui prend part pour la majorité du temps au match, quoi. Mais enfin de l'autre côté. L'ancienne, c'était un peu comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus divers, on va dire. C'est un peu mieux géré au niveau du temps de ring de chacun. C'est un peu mieux géré maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était souvent. T'en as un qui était surtout dans le ring et l'autre qui est un peu moins. Et là, ça s'est vu que c'était Tanahashi qui faisait le plus le boulot, quoi. Comme quoi, on n'est pas aveugle. On dit bien qu'il y a des choses qui sont mieux maintenant qu'avant. Ouais. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai. Du coup, Anto, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non. Après, là, par
par rapport même à la New Japan, moi c'est un sentiment personnel, mais c'est vrai que des fois, en étant assez curieux, tu vas de voir toutes les fédérations autres que la WWE, mais moi j'aime beaucoup le style de la New Japan, justement. On est vraiment là pour le coup dans ce qu'on retrouve encore maintenant, c'est on a des bonnes équipes, on a de l'adversité, on a du rythme. Alors après, c'est selon les goûts et les couleurs, mais ouais, moi je retrouve là dans ce match-là pas mal de caractéristiques par rapport à ce qu'il y a maintenant, quoi. D'ailleurs, je vais en profiter, Anthony. Vu que je te connais pas du tout et que je propose une liste de 5 matchs et on va considérer qu'aujourd'hui on en a fait 2, même si c'est pas totalement vrai, comment dire, ouais, là je vais proposer un match parmi les 5, mais vu qu'on en a fait entre guillemets 2 pour le prix d'un, je te laisse en proposer un. Un match qui t'a marqué ou qui a marqué l'histoire selon toi. Mais en tout que période confondue, toute fédé, tu veux dire? Ouais, toute période confondue, ça peut être entre 2023 et puis la date de création du catch. Et à condition que tu nous trouves le lien. Ouais. Ah ouais, ok. Bah écoute, là. Il y a une énorme pression, Anthony, sur les épaules. Ouais, ne nous déçois pas, Anto. Ne nous déçois pas. Non, mais je vais checker. Non, mais je vais checker là. J'en ai pas mal. Après, je t'avoue là, faut que je refasse un petit point sur tout ce que j'ai en vidéo là sur ma vidéothèque. Mais ouais, franchement, faut que j'y repense. Je vous enverrai le lien. Même un partage plutôt, parce que moi j'ai pas mal de fichiers. Ouais, après, tu peux nous envoyer ça aussi par mail, hein, si c'est beaucoup plus facile pour toi, on te file nos mails et puis ou genre un site aussi, peut-être, je pense. Du coup, c'est bon pour toi, Anto, le débrief? Ouais, c'est bon. Ouais, nickel. Okay. Alors, du coup, moi, je voulais encore une fois, je sais qu'à chaque fois, je dis quasiment la même chose, mais je voulais remercier Lionel et sincèrement le Chinois, hein, parce qu'encore une fois, vous me faites découvrir quelque chose qui, je suppose, hein, Lionel, comme tu te plaignais tout à l'heure, putain, là-bas, j'étais venu uniquement que pour une interview. Et j'ai envie de te dire, heureusement que tu n'es pas venu que pour une interview, Lionel. Parce que comme tu le disais la dernière fois, je reprends tes mots, hein, je reprends tes mots de ce que tu disais la dernière fois. Honnêtement, franchement, je ne suis même pas sûr que les 3/4 des matchs que vous m'avez fait découvrir, je serais tombé tout seul dessus. Donc, franchement, merci à vous encore une fois. Alors, de me faire découvrir. La phrase était plutôt sans moi, tu n'aurais jamais connu certains matchs parce que tu es un connard qui cherche pas. Donc, c'est vrai. Mais en même temps, le connard qui cherche pas, c'est tout à fait normal. Moi, je suis que WWE. Moi, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Hein. Moi, c'est uniquement la WWE. C'est vrai que j'ai même pas de culture hors catch que WWE, et ça je l'assume et je l'assumerai tout le temps. Moi, tu peux me parler non, mais moi je préfère être honnête tout de suite et j'ai toujours été honnête sur ça. La première fois que je l'ai dit à Lionel, moi, tu vois, j'étais complètement transparent dessus. Moi, je connais que la WWE, sinon après le reste. Mais c'est bien de l'assumer justement. Et oui. Parce que tu vois, il y en a un petit peu, tu vois, ils te disent un peu qu'ils s'y connaissent tout en catch, et puis quand tu les interroges sur certains trucs ou autres, là, tu vois, ils bégayent parce qu'ils savent pas quoi répondre en fait. C'est ça. Et merde, moi je bégaye. Je parle pas. Non, mais toi, c'est un problème autre chose. Ça. Mais non, mais il est con, je parle pas de ça. Enfin bref. Et donc, du coup, revenons à nos moutons, revenons au match. Par rapport au match, honnêtement, franchement, j'ai beaucoup aimé, que ce soit Shayna ou que ce soit les deux catcheurs. Tu vois, regarde, je suis honnête, j'ai complètement oublié le nom. Le mec là, Lionel, que tu nous envoyais en photo avant, après, c'est comment lui déjà son prénom? C'est Scott Steiner.
Ok, bah lui, tu vois, il me disait quelque chose. Scott Steiner, je crois que je l'avais déjà vu quelque part. Je sais plus où, mais il a pas fait. Enfin, il n'était pas à la Hall of Fame, ouais. Et puis il a pas fait. Il a pas été il a pas fait un passage à la WWF à un moment. Enfin, si, alors, il a fait un passage à la WWF en équipe avec son frère, et puis il a fait un passage dans les années 2000 à la WWE où il était en rivalité avec Triple H et où il était en équipe avec Test. D'ailleurs, n'allez pas regarder ce deuxième passage à la WWE. Et il était particulièrement lamentable. Et de toute façon, Scott Steiner n'a jamais aimé la WWE, quelle qu'elle soit. Oui, mais en tout cas, non, mais c'est parce que je me demandais où est-ce qu'on le, enfin, où je l'avais déjà vu, et je pense que c'était sur un DVD que, bah, certainement j'avais, je suis tombé, donc honnêtement, c'est pour ça que quand j'ai vu sa tête, je me suis dit putain, mais lui, je le connais parce que tu vois, il me faisait penser un peu. C'est vrai qu'il a un peu, tu vois, avec son espèce de truc là sur la tête, on dirait un petit peu un espèce de chevalier. Et je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit putain, lui, il lui manque plus que son cheval blanc et honnêtement, franchement, mais c'est vrai. Et puis d'ailleurs, blague à part, c'est marrant que tu dises ça. C'est marrant que tu dises ça, Dylan, parce que le premier surnom dans ce look-là que Scott Steiner s'est nommé, je crois que si je ne m'abuse, c'est The White Lightning. Sauf qu'à l'époque, le White Lightning était une sorte de, comment ça s'appelle, de symbole ou de cri de guerre pour le Ku Klux Klan. Ouais, donc il a été contraint de changer un truc comme ça. Enfin, il a été contraint de changer de nom et il a préféré s'inspirer d'un certain Diesel alias Kevin Nash en s'appelant Big Papa Pump. D'accord, ok, bah tu vois. Mais honnêtement, tu vois, je reviens un petit peu, au niveau du match, mais c'est vrai que honnêtement, franchement, comme on disait pendant la vidéo et que tu nous engueulais un petit peu le chinois où tu disais qu'on s'écartait un petit peu, c'est vrai que honnêtement, franchement, aujourd'hui, tu vois, ce type de match-là, il aurait pu d'effet. Tu vois, honnêtement, franchement, on aurait regardé ça aujourd'hui, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, à leur âge d'aujourd'hui, je te parle, tu vois. Alors que, tu vois, à l'époque, honnêtement, franchement, je trouve que comme c'était fait à l'époque, putain, mais qu'est-ce que c'était que ce match, quoi. C'est un putain de bon match. Tu vois, alors, aujourd'hui, le public, Ah oui, non, mais aujourd'hui, mais tu vois, il y a plein de trucs, tu vois, qui est éclaté. Aujourd'hui, franchement, je suis du terme, mais quand tu vois des très bons catcheurs qui, à l'époque, étaient bons et qu'aujourd'hui, par exemple, le cas Ric Flair ou autre, tu vois, Ric Flair, à l'époque, il n'était pas si mauvais que ça. Franchement, il était très bon. Là, aujourd'hui, Ric Flair, c'est une catastrophe de le voir sur le ring. Après, vous allez me dire, oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a certains matchs que je trouve que honnêtement, franchement, ça aurait été mieux de les voir à l'époque quand c'était possible plutôt que là aujourd'hui. Mais honnêtement, franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Tu prends un gars comme Sting à la TNA, il était magnifique. Et là, quand tu le vois, putain, le mec là, il est à la EW, c'est parce qu'il a rien à faire. Il se dit putain, non, tu sais, en fait, il s'auto-persuade. Il y a des catcheurs, ils sont tellement dans un ego, des catcheurs des années 80-90. Moi, c'est l'impression que ça me donne maintenant. Là, le mec Ric Flair, il a craché sur la WWE, alors que. Mais ils le font tous. Si tu regardes bien, ils le font tous, alors que tu vois, honnêtement, non mais Ergan, on va pas se mentir, on va être honnête. Aujourd'hui, ils seraient pas passés par la WWE. Aujourd'hui, ils en seront pas où est-ce qu'ils en sont. Faut pas non plus qu'ils l'oublient. Sting, non, ça compte pas. Lui. Pour Sting, non. Il ne pas passer à la WWE, ça va pas changer grand-chose. Oui, mais par contre, des mecs comme Edge, par exemple, il crache pas encore à la gueule de la WWE. Ouais, non, mais je veux dire, mais le truc, c'est que s'il crache à la gueule de la WWE, comme des Chris Jericho, excuse-moi, mais comme des Chris Jericho, faut pas oublier non plus, certes, d'où tu viens, c'est la WWE qui t'a foutu en avant. Le meilleur exemple que j'ai moi récemment, c'était CM Punk à l'époque, parce que quand il est arrivé à la AEW, il avait fait une promo que comme quoi il avait quitté le catch en 2007 ou quelque chose comme ça, tu sais, il avait dit ça, alors que s'il n'avait pas fait le passage à la WWE, il n'aurait jamais eu autant de valeur qu'il avait aujourd'hui. Bien sûr. Et après, tu as des guignols comme Jeff Hardy ou encore Tony Storm. Ouais.
Ah non, mais Toni Storm, putain, la meuf, elle part de la WWE en disant ouais, je voulais pas être en sous-vêtements et tout ça. La tenue qu'elle a en ce moment, c'est que des sous-vêtements. Oui, et puis en plus, j'ai pris, enfin Lionel, tu es en train de faire ta review. À un moment donné, elle était assise à terre. Je me suis dit putain, mais qu'est-ce que c'est que cette position? Puis à un moment donné, tu as la japonaise là qui lui fait un espèce de Kinshasa et tout, un peu comme Shinsuke Nakamura à l'extérieur. Putain, là, t'as laissé deux chevaux avec son gros cul où la caméra le prend et tout. Tu vois quasiment tout. Je me suis dit, mais putain, mais. Et puis Lionel qui dit, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La meuf, elle se plaint. Ouais, à la WWE, on me traitait comme ça. Meuf, t'arrives du côté de la AEW, tu fais on te propose la même chose, tu le fais. Même pas, c'est pire, c'est que là-bas, on propose pas. C'est toi qui fais ce que tu veux. Bah en plus. Du coup, elle fait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle reprochait à la WWE. Ouais, non, mais oui, non, mais c'est. Enfin bref. Et du coup, Lionel ou le Chinois par rapport à ce match. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise moi, j'en sais rien du match, si c'est ta question. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, t'es de la merde. Moi, ce match, on va dire, c'est un match que j'aime des Steiner, brutal, simple, efficace et très propre. Quant à Tanahashi, par exemple, bon, Kensuke Sasaki, je l'ai vu pas autant de fois que Tanahashi, mais il est toujours fidèle à lui-même, même par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir de lui. Mais Tanahashi, comment dire, il avait le niveau technique, mais il manquait un petit truc, ce petit truc qu'il débloquera lors de sa formation au CMLL, où il sera de retour plus tard en fin 2000, si je ne m'abuse, et où il deviendra l'un des catcheurs les plus charismatiques de la New Japan Pro Wrestling. Son passage au Mexique l'aura déclenché, il aura compris un truc. Ça a ouvert ses chakras. C'est pas le seul dans ce cas-là. Coucou Shinsuke. C'est pas le seul. Il y a aussi Naito, si tu veux compter encore l'autre. Et du coup, Lionel, je comprends pourquoi tu aimes beaucoup les Steiner et que tu m'en as beaucoup parlé dans l'interview et tout. C'est même pas que je t'en ai beaucoup parlé, je t'ai carrément fait chier avec ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est à chaque fois qu'on parlait d'un truc, les Steiner. Ouais, mais honnêtement, tu vois, en voyant ce match, je comprends mieux maintenant, Lionel, pourquoi. Je comprends mieux. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu peux toujours pas me parler d'un truc, tu vas dire putain, mais il me casse les couilles, tu toujours pas parler de ça. Et là, non, mais c'est vrai. Et là, le fait de pouvoir le voir, tu te dis, en fait, ok, d'accord. Là, tu comprends mieux. Tu comprends mieux certaines choses. Et oui. C'est comme quand tu grandis, tu commences à comprendre. C'est aussi pour ça que je te fais découvrir des matchs anciens, des trucs, tu vois. Oui, non, mais après, faut pas se mentir non plus, Lionel. On est tombé sur des bonnes merdes. Hein. Aussi, ouais. Ah oui. Et en plus, aussi au niveau du Japon. Donc, tu vois, par exemple, contre le match avec la poupée, excuse-moi de revenir à chaque fois là-dessus, mais moi, ça. Oui, non, mais tu vois, moi, c'est ce truc-là, moi, personnellement, alors, tu vois, comme je dis, chacun est libre de penser et de aimer ce qu'il veut, tu vois. Moi, je ne juge pas les gens, je dis pas, lui, ouais, non, mais si tu veux, je t'enverrai le truc. Mais honnêtement, franchement, c'était avec une poupée gonflable. Peut-être, tu vois à peu près à quoi ça ressemble une poupée gonflable, Anto. Je vais pas t'apprendre. Et t'imagines un match. En plus, c'était qui le catcheur japonais, Lionel? Alors, il y a eu plusieurs matchs avec cette poupée, mais il y a eu Kota Ibushi qui l'a fait. Il y a Kenny Omega qui l'a fait aussi. Non, tu déconnes, Lionel, pas Kota Ibushi. Ah non. Oui, Kota Ibushi contre une poupée gonflable, oui. Et Kenny Omega aussi. Ils ont essayé de le faire en France, à la WPE. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment. Anto, t'imagines que. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais t'imagines qu'ils nous ont quand même fait un match invisible. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais Invisible Man contre Invisible Stan. C'est-à-dire que dans le ring, t'avais un arbitre. Putain, ça me casse ce micro. Excusez-moi par rapport au micro. Man contre Invisible.
invisible Stan. Et en fait, en gros, tu avais un arbitre sur le ring, tu vois, et en gros, bah, il te simulait un match, quoi. Carrément, il te simulait un match. Il y avait alors, ils avaient fait des espèces d'effets et tout. Si tu veux, je t'enverrai tout ça et tout, mais tu choquerais, quoi. Et pareil, en France, ils ont fait un truc aussi un peu préparé. Je crois qu'il y a eu un match, quelqu'un contre un invisible. Enfin, personnellement. Oui, il y avait là récemment, c'était merde. Et c'était pas Jacob. C'était pas en France. C'était pas en France. Ouais. En Belgique. Ah, en Belgique, ok. Mais tu vois, moi, je trouve ça un petit peu. Enfin, ça reste mon point de vue, mais tu vois, je trouve ça un petit peu idiot. Et après, tu vois, en fait, en gros, moi, ce qui m'énerve par rapport à ces espèces de trucs-là, c'est qu'on vient me casser les couilles derrière en te disant, ouais, mais le catch, il faut prendre ça au sérieux. Enfin, je suis Avec des trucs comme ça, oui. Comment tu veux prendre ce type de truc-là au sérieux, quoi? Non, mais honnêtement, franchement, soyons lucides 5 minutes. C'est un argument Bien sûr, mais tu vois, regarde, encore une fois, je ne parle pas uniquement parce que, tu vois, je dis pas que nous, en France, tu vois, enfin, on est les meilleurs, mais regarde, quand ils ont fait ça carrément là-bas, c'est pour ça que tout de suite, je le savais même pas, et en plus, je crois qu'on a posté la vidéo là, il y a quoi, il y a un an ou deux, je sais même plus, et quelques mois ou plus tard, tu vois le même truc en France, tu te dis, attends, putain, il y a un problème, quoi. Enfin, je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien défendre le catch. Il y a un truc qui m'emmerde aussi, c'est quand tu en parles à certaines personnes qui font partie de ceux qui ont fait la connerie, ils disent ouais, mais ça s'est fait là-bas. C'est pas parce qu'ils ont fait de la merde là-bas qu'on doit le faire aussi nous. Mais oui, mais effectivement. On a toujours tendance à vouloir recopier et tout, mais en fait, c'est pas forcément bien de recopier. C'est ça. Tu peux recopier certains trucs, mais des matchs invisibles. Déjà, enfin, je suis désolé du terme, mais qui est le con qui a eu cette idée, quoi? Enfin, honnêtement, c'est comme si, quand, mettons, demain, je te fais une face cam et puis je suis pas là, quoi. Et je te mets juste, je sais pas moi, enfin, une poupée. Un hologramme. Non, mais enfin, je sais pas, mais c'est complètement con. Moi, en tout cas, oui, non, mais c'est clair. Non, mais il faut se poser la question, ça. Et puis après, tu vois, regarde, il faut pas non plus, enfin, je suis du terme, mais là, tu vois, tu peux pas non plus donner tort aux gens qui te sortent, ouais, bah, le catch, c'est un peu con, c'est un peu, désolé du terme, mais c'est un peu truqué quand tu tombes sur ces trucs-là, quoi. Comment c'est ça, comment on veut, avec des trucs pareils, comment veux-tu convaincre? Bien sûr. Je vais te donner un exemple, William de William Hamidi. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le mec, il tombe sur un truc comme ça, mais il se fout carrément de notre gueule, là. Il se dit, attends, tu te fous de ma gueule, invisible contre invisible. Non, mais c'est quoi ce truc? Et encore, Anto, t'as pas tout vu. Parce que là, il y a eu le Covid. On a vu un match spécial Covid où ils s'attaquaient à distance. C'est-à-dire que, par exemple, c'était tous les deux. Ils étaient tous les deux, et en fait, ils faisaient un peu des. Enfin, je sais pas. Pareil le match de distanciation sociale. Ah ouais, putain, mais c'était vraiment de la grosse merde aussi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un truc, c'était parodique, donc c'est présenté comme ça nul. Non, mais quand c'est présenté comme parodique, ça me dérange pas tant que ça, mais quand c'est présenté sérieusement, ça me saoule. Bon, je vais terminer là-dessus parce que là, l'enregistrement va déjà durer 3 heures. C'est vrai. Excusez-nous, hein, mais bon, il fallait. Je vais terminer là-dessus. Encore une fois, comment dire, c'est le même. J'ai un peu le même débat pour l'intergender. Quand dans des matchs second degré pris à la parodie, il y a des moments pour le faire, il y a des endroits pour le faire, il y a des endroits où il faut pas le faire. Je veux dire, si on veut récrédibiliser cette merveilleuse discipline en France, c'est pas vraiment l'endroit, le topeuse de faire ça, par exemple, devant des journalistes quels qu'ils soient. Déjà, c'est très dur de faire comprendre à des journalistes et à des chroniqueurs que le catch, c'est quelque chose d'hyper sérieux, de dangereux, et de réel. Alors, imaginez ce que on fait et avec ça, quoi. Avec avec des choses peu représentatives. Je veux dire, au Japon, pour placer les choses dans leur contexte, parce que Dylan et Lionel font soit ils se marrent, soit ils sont scandalisés par exemple Kota Ibushi ou Kenny Omega qui affrontent une poupée et au Japon.
Mais faut replacer les choses dans leur contexte. Déjà, au Japon, leur humour, c'est un tout autre univers. Oui. Premièrement. Deuxièmement, là-bas, contrairement à chez nous ou nulle part ou partout ailleurs, plutôt, excusez-moi, le catch là-bas est reconnu comme un boulot à part entière. Ah oui, non, mais là-bas, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que quand tu tombes sur un truc comme ça, tu te dis, bah merde, il se passe quoi. Honnêtement, il y a beaucoup de catch type art martial, mais il y a beaucoup de catch où c'est n'importe quoi, comme par exemple ce que t'as dit Lionel là, où il les affronte une poupée. Mais moi, le pire que j'ai vu pendant le confinement, c'était un match où tu avais 2 Japonais en string et où ils faisaient le sandwich et ils faisaient la bouche dans le coin avec leurs 2 culs ensemble où ils mâchaient et avec leur cul un autre catcheur. Je crois que notamment Tekoshita de la EW en a fait les frais. Mais je suis désolé, mais comment tu veux des trucs comme ça soient crédibles quoi. Je suis désolé. Ils cherchent pas à être crédibles. Au Japon, là-dessus. Ils ne cherchent absolument pas à l'être. Je sais, encore une fois, là-bas, c'est un métier à part entière. Et dans le catch, tu verras absolument tout, parce que le catch, il est d'ores et déjà considéré comme quelque chose d'ultra sérieux. C'est l'inverse de la France. J'espère qu'on ne verra pas ça en France, parce que alors là, ça serait un énorme... J'avais vu un match à l'époque avec Hayabusa, le regretté Hayabusa, où quand il n'avait pas de masque, il s'appelait Monsieur H. Il avait fait un match. J'ai vu la stipulation du match, j'ai fait, faut que je le regarde ce match. Le match, la stipulation, c'était un exploding anus match. Je me suis posé des questions sur ce qu'il fallait faire ce match-là, et je te jure, c'est vrai, c'est Hayabusa qui a perdu en plus. Le truc, c'est que le but de la manœuvre, c'était baisser le slip de l'adversaire, lui mettre un pétard dans le cul, lui faire exploser. C'est sérieux? Et comme dit, Hayabusa a perdu ce match. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a mis un pétard dans le cul et il a fait éclater. Mais je me suis posé des questions sur ma santé mentale ce jour-là. Et pour ce qui est des États-Unis, pour ce qui est des États-Unis, par exemple, Invisible Man contre Invisible Stan, je vais en reparler pour replacer les choses dans le contexte. Aux États-Unis, le catch là-bas est déjà pris comme quelque chose au sérieux, que ce soit du côté cascade ou du côté divertissement. Ah oui, là, non, mais ce show a été. On est d'accord. Ce show a été. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La GCW. Excuse-moi. Ce show, la GCW a été revendiqué comme étant pur divertissement. T'as même eu un combattant sans jambes, respect à lui au passage, un combattant sans jambes qui combattait de manière comment ça s'appelle, compétitive contre d'autres catcheurs assez reconnus dans le circuit indépendant. Je veux dire, tu vois, comment, en fait, tu vois, et je terminerai là-dessus parce que sinon on pourra encore parler pendant des heures, mais comment un truc comme ça, même si je sais qu'au Japon, tu vois, c'est reconnu, que ce soit même aussi aux États-Unis, mais c'est vrai que quand tu vois une fiche comme ça, peu importe, tu vois, tu peux être le plus grand fan du monde, tu peux habiter au Japon et tout, je suis désolé du terme, mais moi, demain, je vais habiter au Japon, demain, je vais voir un show de catch et je vois qu'il y a ça. Peu importe que je suis au Japon ou que je suis pas au Japon, je vais me poser des questions, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, juste une chose, Dylan, je le répète encore une troisième fois, pour replacer les choses dans leur contexte. Disons que le catch, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, est considéré comme étant au sommet. Alors qu'aux États-Unis, c'est the divertissement par excellence là-bas, que ce soit dans les médias et tout ça. D'ailleurs, aux États-Unis et au Japon, tu verras aussi des gens qui dénigrent le catch, mais étrangement pas beaucoup de médias, ou devrais-je plutôt dire des merdias. Non, puis c'est un disons qu'ils sont. Ouais, mais ils sont déjà, on va dire, ils sont déjà au sommet. Disons que là, on va si une fois que tu es au sommet, tu descendras pas la discipline, vu qu'elle est déjà au sommet, et si tu rajoutes beaucoup de second degré, même si j'aime pas ça du tout, perso. Ouais, non, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, et là, en France, on va faire comme aux États-Unis ou encore au Japon par rapport à ces clowneries-là, alors que le catch, il est déjà par terre. Ça veut dire que le peu de fois où on essaye de retirer le catch vers le haut, que ce soit nous, que ce soit la PC, la VS et j'en passe, on essaye de tirer le catch vers le haut parce qu'il y en a plein d'autres qui essayent de le tirer vers le haut, même si on n'en parle pas beaucoup.
Et ça peut être qu'une bonne chose d'ailleurs au passage. Bien sûr, non, mais bien sûr, mais je veux dire que il y en a beaucoup qui se tirent vers le haut, autant bien que mal. Et comment dire, c'est disons que l'approbation des médias et tout ça, elle est instantanément tirée vers le bas à cause de ces clowneries qui, nous, fans de catch en France, ou de voir de comédie catch pour certains, ont vu dans ces autres pays-là et qui veulent reproduire sur des shows. Exactement. Je veux dire, encore une fois, qu'on soit fan ou pas, qu'on soit fan ou pas du catch comédie de ce genre, c'est un style de catch comme un autre, mais il y a un endroit où il faut le faire, il y a des endroits où il faut pas le faire. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je veux dire, tu m'empêcheras pas de penser que je trouve ça un petit peu ridicule, mais après, comme tu disais, il y en a à qui ils aiment bien. Bref, du coup, merci à toi, Anto. Merci à toi, Lionel. Et puis, bien sûr, merci aussi à toi, le Chinois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est vrai qu'à la fin, on est complètement parti hors sujet, mais bon, il fallait même pendant le match. Ouais, voilà, oui, mais bon, c'est pas grave. Après, on est revenu là-dessus, c'était le plus important, mais voilà. Ils ont l'habitude avec nous. Merci à vous trois, puis à bientôt. Puis j'espère en tout cas, Anto, que tu n'as pas été déçu d'être venu quand tu t'es contacté. Non, absolument pas, absolument pas. En tout cas, voilà un petit peu les types de matchs qui vont arriver prochainement et même aussi pour l'année 2024. Il va y avoir énormément de matchs comme ça. Donc, soyez connectés. Allez, bye tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Ciao.